C'est une journée extrêmement chaude au Trias, la première période de l'ère des dinosaures. Un animal appelé Ephigia broute des plantes dans une forêt perdue dans le temps. À première vue, il ressemble à un dinosaure, avec un long cou, de puissantes pattes arrière et une posture dressée, mais en réalité, ce n'en est pas un. Il appartient à un groupe de reptiles plus proches des crocodiles que des dinosaures. Pendant ce temps, dans les eaux peu profondes des mers triasiques, nage Enodus, un reptile carapacé qui ressemble à une tortue, mais qui n'en est pas une non plus. C'est un autre type de reptile, appelé placodonte. C'est comme si la nature réalisait des versions d'essais d'animaux qui nous sont familiers, mais en utilisant des plans corporels différents. À peu près partout au Trias, on pourrait trouver des animaux qui nous rappellent ceux d'époques plus connues, mais qui appartiennent en réalité à des familles différentes, avec leur propre histoire évolutive, propre à ce moment-là. La faune du Trias est probablement la plus étrange, rare et déroutante que la Terre ait jamais connue. L'énorme diversité de nouvelles formes animales qui ont émergé à cette époque ne peut se comparer qu'à l'explosion cambrienne survenue 300 millions d'années plus tôt. Depuis ce moment-là, jamais autant de types d'animaux différents n'ont évolué en si peu de temps, pas même après l'impact de l'astéroïde qui a provoqué l'extinction des dinosaures, à l'exception de ceux qui ont donné naissance aux oiseaux, et ouvert la voie à l'ère des mammifères il y a 66 millions d'années. Le Trias a été un gigantesque laboratoire évolutif à l'échelle de la planète. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Qu'avait de si particulier le Trias? Comment cette période a-t-elle commencé et comment s'est-elle terminée? Pourquoi ces animaux nous paraissent-ils si étranges? Pour répondre à ces questions, dans la première partie de cette vidéo, nous verrons l'histoire du Trias et le début de l'ère des dinosaures. Dans la deuxième partie, je présenterai 15 animaux peu connus de cette époque qui nous révéleront des aspects importants de l'histoire de la vie et de la paléontologie. Spoiler, aucun d'eux n'est un dinosaure. Et à la fin, nous utiliserons tout cela pour essayer de répondre à la grande question: que faisait Mère Nature au tout début de l'ère des dinosaures? Voici l'histoire de l'explosion du Trias. Pour comprendre l'histoire du Trias, il faut d'abord remonter un peu plus loin et voir à quoi ressemblait le monde auparavant. La période précédente s'appelle le Permien. Elle a commencé il y a environ 298 millions d'années et s'est terminée il y a 252 millions d'années, au moment précis où a débuté le Trias, qui a duré environ 46 millions d'années. C'était largement suffisant pour que plusieurs révolutions se produisent dans la vie sur la planète. En quelques millions d'années, des continents entiers sont entrés en collision, des montagnes se sont élevées et des océans ont disparu. Au début du Permien, le monde était plus froid et l'air contenait davantage d'oxygène que pendant le Trias, en raison d'une période glaciaire appelée glaciation du carreau. Les tétrapodes, animaux à colonne vertébrale et 4 membres, étaient en train de s'adapter à la vie sur les continents, car le climat était devenu plus sec après l'effondrement des grandes forêts tropicales. Leurs ancêtres du Carbonifère avaient supplanté les arthropodes, comme les insectes et leurs proches, en tant que principaux animaux terrestres. Peu à peu, les vertébrés ont occupé presque toutes les niches écologiques de la planète, préparant le terrain aux changements radicaux qui allaient accompagner la fin du Permien et le début du Trias. Au Permien, de nombreux types différents d'amniotes sont apparus. Ce sont des tétrapodes adaptés à la vie terrestre grâce à un type d'œuf particulier. Avant eux, les tétrapodes étaient plutôt des amphibiens, dépendant de l'eau, comme les grenouilles actuelles. L'œuf amniotique, protégé par une coque et muni de membranes internes séparant l'embryon, la réserve de nourriture et les déchets, a permis à ces animaux de se reproduire loin de l'eau et d'occuper de nombreux nouveaux milieux. Grâce à cette incubatrice portable, ils ont pu coloniser les déserts, les plaines sèches et les régions éloignées des rivières et des lacs, ce qui a rendu possible une diversification spectaculaire. Les premiers amniotes vraiment variés et prospères furent les synapsides, le groupe dont, des centaines de millions d'années plus tard, allaient surgir les mammifères. Cependant, les mammifères véritables n'apparaissent qu'à la toute fin du Trias. Autrement dit, les synapsides du Permien n'étaient pas des mammifères, c'étaient des branches anciennes de ce groupe,
séparées avant l'ancêtre commun de tous les mammifères actuels, et presque aucune n'a laissé de descendance. Malgré cela, ils ont été les protagonistes incontestés de leur époque. Pendant une bonne partie du Permien, les synapsides dominaient la plupart des écosystèmes terrestres, occupant les rôles de prédateurs, d'herbivores et de charognards. Certains de ces proto-mammifères ont développé des corps énormes, en forme de tonneaux, avec une petite tête, capable d'ingérer d'immenses quantités de végétation. Cotylorhynchus, l'un des plus grands synapsides caséidés, en est un exemple. Son aspect devait être très étrange, un corps massif et lourd, des pattes robustes et un crâne relativement minuscule, comme si l'on avait mélangé les proportions de plusieurs animaux différents. Il est possible qu'un de ces caséidés ait eu un mode de vie semi-aquatique, rappelant celui des hippopotames actuels, se reposant dans les eaux peu profondes pour mieux supporter son poids, tout en se nourrissant de végétation tendre. Cela montre à quel point ce groupe était diversifié au Permien précoce et comment, bien avant les dinosaures, la nature expérimentait déjà des formes gigantesques et des modes de vie très variés. Avec le temps, de nombreuses lignées de synapsides ont disparu, balayées par des changements climatiques extrêmes et, plus tard, par la grande extinction de la fin du Permien. Mais elles ont laissé derrière elles des innovations anatomiques majeures, dentition différenciée, posture plus dressée, modification du crâne, qui allaient être héritées et perfectionnées par leurs lointains descendants, les mammifères. D'une certaine façon, chaque fois que nous voyons une vache, un chien, ou que nous nous regardons nous-mêmes, nous observons la version moderne d'une histoire qui a commencé avec ces synapsides étranges et lourdement bâtis, qui parcouraient les paysages secs du Permien. Parallèlement, d'autres synapsides carnivores sont apparus et ont fini par dominer les écosystèmes. Les pélycosaures, comme le célèbre Dimétrodon, connu pour la grande voile qui ornait son dos. Bien qu'on le confonde souvent avec un dinosaure, il a vécu environ 50 millions d'années avant l'apparition des premiers dinosaures. Il utilisait probablement sa voile pour réguler sa température corporelle, en se réchauffant rapidement le matin et en perdant de la chaleur au crépuscule. Certains scientifiques ont également suggéré qu'elle pouvait servir à l'exhibition, pour attirer un partenaire ou intimider des rivaux. Sa mâchoire montrait déjà une première distinction entre différents types de dents, incisives, canines et molaires primitives, le début d'une mastication plus efficace et d'un mode d'alimentation plus proche de celui des mammifères actuels. Au cours des derniers millions d'années du Permien, les synapsides ont donné naissance à des formes plus avancées, les thérapsides. Certains, comme les dinocéphales et les gorgonopsiens, ont atteint des tailles gigantesques et sont devenus les principaux prédateurs de la planète, avec des crocs impressionnants et des crânes puissants. D'autres, comme les dicynodontes, étaient de grands herbivores au bec corné et au corps robuste, capables de traiter d'importantes quantités de végétation dure. Le monde entier en était rempli. Sur pratiquement n'importe quel continent, il aurait été plus facile de croiser un thérapside qu'un autre type de gros animal. Avant l'ère des dinosaures, c'était en réalité l'ère des proto-mammifères. Pourtant, le Permien allait se terminer sur la plus grande tragédie biologique de toute l'histoire. Il y a 252 millions d'années, cette période s'est achevée par la plus vaste extinction de masse connue. Environ 96% des espèces marines et 70% des espèces terrestres ont disparu. Les écosystèmes se sont presque entièrement effondrés. Même l'astéroïde qui a exterminé la plupart des dinosaures n'a pas causé de dégâts aussi extrêmes. Pendant des millions d'années, d'immenses éruptions volcaniques en Sibérie ont libéré des quantités gigantesques de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère. La température globale a augmenté, les océans se sont acidifiés et sont devenus stagnants. L'oxygène a chuté et les chaînes alimentaires se sont effondrées les unes après les autres. C'était littéralement l'enfer sur Terre. Des mers empoisonnées, des cieux chargés de cendres et des continents brûlés par un climat insoutenable. Lorsque cette crise a finalement pris fin, la planète était presque vide. Et pourtant, dans ce vide s'est aussi ouverte une opportunité. Un monde nouveau en attente d'être recolonisé. Le cadre idéal pour que commence, peu après, l'étrange explosion évolutive du Trias. Les sols sont devenus secs et pauvres.
Les pluies acides ont détruit des forêts entières et les déserts se sont étendus sur les continents. Les animaux ayant besoin de beaucoup de végétation sont morts, entraînant dans leur chute les carnivores qui dépendaient d'eux. Dans les océans, le manque d'oxygène a permis la prolifération de bactéries produisant du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique qui a contaminé l'eau et l'air. En résumé, la planète entière est devenue toxique pour la vie. Pour un observateur d'aujourd'hui, le paysage aurait semblé presque extraterrestre. Ciel troublé, mer terne et continents recouverts de terre rougeâtre et érodée, avec à peine quelques touches de vert. Au début du Trias, la Terre était un endroit désolé. À l'intérieur des continents, les températures diurnes pouvaient dépasser les 50 degrés Celsius, tandis que les pôles étaient presque tempérés. Dans de nombreuses zones, il n'y avait pratiquement pas de végétation et seules quelques espèces résistantes ont survécu. Parmi elles se trouvaient les dicynodontes, thérapsides herbivores au corps massif et au bec corné, et les cynodontes, de petits carnivores ou insectivores qui allaient être les lointains ancêtres des mammifères. Ces derniers, de la taille d'un petit chien ou même d'un gros rat, vivaient dans des terriers, profitant de l'ombre et de l'humidité du sous-sol pour échapper à la chaleur extrême. Le Trias inférieur fut une époque de pure survie. Les écosystèmes étaient très simples et fragiles. La planète tentait de se reconstruire à partir de presque rien. Les rivières et les lacs charriaient beaucoup de sédiments et de composés soufrés, et les mers se remettaient à peine du chaos chimique. Pendant des millions d'années, le monde est resté instable, mais petit à petit, la vie a commencé à se réorganiser. Certaines plantes pionnières, résistantes à la sécheresse et au sol pauvre, ont commencé à coloniser des zones isolées, stabilisant le terrain et créant de petits oasis où d'autres organismes pouvaient profiter de l'ombre et de l'humidité. À partir de ces noyaux minuscules, les écosystèmes ont recommencé à se complexifier. À cette époque, la Terre était dominée par un unique supercontinent appelé Pangée. Un immense bloc de terre émergeait entouré par un seul océan global, la Pantalassa. À l'intérieur de la Pangée, le climat était très chaud et sec, tandis que les régions proches des côtes étaient plus humides, avec des pluies de type mousson. Cette vaste masse continentale continue a permis à de nombreux animaux de se déplacer et de se disperser d'un bout à l'autre de la planète. Un même groupe de reptiles pouvait s'étendre sur des milliers de kilomètres, ce qui faisait que de nombreuses faunes triasiques se ressemblaient étonnamment, même dans des régions qui sont aujourd'hui très éloignées les unes des autres. C'est alors que les premiers reptiles réellement modernes ont commencé à se diversifier. Parmi eux se trouvaient les archosaures, le groupe dont allaient plus tard émerger les crocodiles, les ptérosaures et les dinosaures. Mais à ce moment-là, ce n'étaient encore que de petits animaux, taillés pour survivre aux conditions difficiles du Trias précoce. Leur corps léger, leurs membres plus dressés et leur métabolisme probablement plus actif leur donnaient un avantage sur d'autres reptiles plus lourds et plus lents, encore adaptés au monde du Permien. Les amphibiens géants qui avaient survécu au Permien existaient eux aussi encore dans les zones marécageuses. Certains, comme Gérothorax, avaient un corps aplati et une tête très large, et pouvaient rester immobiles pendant des heures, cachés sous l'eau pour surprendre leur proie, un peu comme le font aujourd'hui les crocodiles. D'autres, comme Benthosuchus, étaient plus actifs et chassaient les poissons dans les rivières troubles de ce nouveau monde. C'étaient des reliques vivantes d'une terre plus ancienne, des créatures qui semblaient sorties de cauchemars préhistoriques, accrochées à leurs derniers refuges aquatiques, tandis que, peu à peu, les reptiles et les futurs dinosaures se préparaient à prendre le contrôle de la vie sur la terre ferme. Petit à petit, les paysages ont commencé à changer. Les volcans, qui avaient auparavant causé tant de destruction, enrichissaient désormais les sols en minéraux. Les mêmes éruptions qui avaient contribué à l'effondrement du Permien devinrent une source de nutriments. Des cendres riches en phosphore, en potassium et en d'autres éléments retombaient sur la terre et la rendaient plus fertile. De nouvelles plantes ont colonisé les terres desséchées, fougères résistantes, prêles, cicadales.
et premières conifères. Ces forêts étaient encore basses et clairsemées par rapport aux jungles modernes, mais elles suffisaient à commencer à transformer les paysages. L'atmosphère, bien qu'encore très riche en dioxyde de carbone, a commencé à se stabiliser, ce qui a permis un nouvel essor de la végétation. Avec le temps, les animaux herbivores se sont de nouveau multipliés. Les dicynodontes prospéraient dans les plaines, se nourrissant de ces nouvelles plantes. Certains atteignaient la taille d'un bœuf, comme Canomeyeria, qui devait se déplacer en troupeau, broutant dans ces forêts primitives. Les cynodontes carnivores, en revanche, sont devenus les principaux prédateurs du Trias inférieur. Ils étaient petits, agiles et possédaient différents types de dents, un signe précoce de ce qui serait plus tard la dentition des mammifères. Ils chassaient probablement la nuit ou à l'aube, utilisant leur odorat développé et peut-être un métabolisme plus élevé que celui d'autres reptiles. La vie recommençait à zéro. L'extinction de masse avait presque tout effacé, mais ce vide avait laissé énormément d'espace libre dans les écosystèmes. Et lorsque la nature dispose d'un espace inoccupé, elle le remplit avec de nouvelles formes de vie. À partir de communautés très simples, quelques herbivores, quelques prédateurs et des plantes pionnières, se sont formés des réseaux trophiques plus complexes, avec des charognards, des insectes, de petits omnivores et des prédateurs spécialisés. Dans ce contexte, sous la chaleur écrasante et les ciels rougeoyants du Trias, apparurent les premiers archosaures véritablement dominants. Leur corps était plus dressé que celui des synapsides. Leurs pattes se trouvaient directement sous le tronc, ce qui leur donnait une posture plus efficace pour courir. Leurs poumons étaient plus évolués, leur cœur présentait des chambres mieux séparées et leur organisme était plus actif. Tout cela leur permettait de parcourir de longues distances, de poursuivre leur proie plus longtemps et de mieux supporter des conditions extrêmes. L'évolution commençait à favoriser la vitesse, l'endurance et la conquête à la fois de la terre et du ciel. De ce groupe, peu de temps après, allaient surgir les premiers ptérosaures planant au-dessus des rivières triasiques. Le Trias moyen a marqué la renaissance définitive de la vie. Une planète qui avait frôlé la mort a commencé peu à peu à se remettre. Les écosystèmes n'étaient plus ces structures fragiles et rudimentaires. Ils commençaient à ressembler à de véritables communautés matures, avec des forêts, des plaines, des marais et des zones côtières peuplées d'organismes très divers. Le Trias supérieur fut une époque de grands contrastes. D'un côté, la vie était devenue très diversifiée et complexe. De l'autre, la Terre se préparait à un nouveau désastre. Les continents se déplaçaient, les volcans entraient en éruption et le climat se faisait de plus en plus instable. Quelque chose d'énorme était en train de se former sous la surface de la planète. À mesure que la Pangée commençait à se fracturer, de grandes fissures s'ouvraient dans la croûte terrestre et le magma remontait des profondeurs. Cette dislocation du supercontinent ne modifia pas seulement la forme des masses continentales, mais bouleversa aussi le climat global et provoqua une série d'éruptions gigantesques qui libérèrent d'immenses quantités de dioxyde de carbone. C'est ainsi qu'a débuté l'un des plus grands épisodes volcaniques de l'histoire. La province magmatique centre-atlantique, une colossale blessure ouverte dans la croûte terrestre qui, comme cela s'était produit à la fin du Permien, allait une nouvelle fois mettre à l'épreuve la capacité de la vie à résister et à se réinventer. Pendant des centaines de milliers d'années, des coulées de lave ont recouvert des millions de kilomètres carrés, formant des régions qui correspondent aujourd'hui à l'Afrique de l'Ouest, au Brésil, à l'Amérique du Nord et à l'Europe. C'étaient de véritables mers de roches en fusion qui, en se solidifiant, ont créé d'énormes plateaux basaltiques. La température globale a fortement augmenté, les océans se sont réchauffés, l'oxygène a diminué et de nombreuses espèces n'ont pas réussi à s'adapter. Les saisons sont devenues plus extrêmes, les pluies plus irrégulières et les écosystèmes ont été soumis à un stress constant. Une fois de plus, la vie a dû payer le prix de ces bouleversements planétaires. Sur la terre ferme, de nombreux grands archosaures et amphibiens géants ont presque complètement disparu. Dans les mers, les conodontes, de nombreux ammonoïdes et divers reptiles marins ont été décimés par les changements chimiques de l'eau. Ce fut la deuxième grande extinction de masse
en moins de 200 millions d'années. Bien qu'elle n'ait pas été aussi dévastatrice que celle de la fin du Permien, son impact a été profond et a modifié le cours de l'histoire de la vie. Chacune de ces crises a agi comme un filtre. Certaines formes disparaissaient, d'autres se retrouvaient libres de s'étendre. Au milieu de toute cette destruction, un groupe a pourtant réussi à survivre et à triompher, les dinosaures. Leur organisme très actif, leurs poumons efficaces et leur posture dressée les ont aidés à supporter les bouleversements extrêmes du Trias supérieur. Beaucoup d'entre eux avaient probablement un métabolisme relativement élevé et une croissance rapide, ce qui leur donnait un avantage dans un monde instable. Alors que de nombreuses autres espèces s'éteignaient, ils se sont peu à peu répandus, occupant chaque espace disponible de la planète. En quelques millions d'années seulement, les dinosaures sont passés du statut d'acteurs secondaires à celui de maîtres de la vie terrestre. C'est à cette époque qu'apparurent les premiers véritables géants. Parmi eux se trouvaient les sauropodes primitifs, ancêtres de colosses tels que Brachiosaurus ou Diplodocus. Ils se déplaçaient en troupeaux, se nourrissaient des parties les plus hautes des arbres et furent les premiers animaux terrestres à atteindre des dizaines de tonnes. Leur succès tenait à un corps remarquablement bien adapté. Poumons dotés de sacs aériens, os creux et digestion lente mais très efficace, qui leur permettaient de traiter de grandes quantités de plantes peu nutritives. En même temps, chez les prédateurs, évoluaient les premiers grands théropodes, comme Celophysis et Liliensternus. C'étaient des chasseurs rapides, qui utilisaient leur vitesse et leurs mâchoires garnies de dents crénelées pour abattre leurs proies. Ils chassaient sur les plaines ouvertes et dans les forêts claires, tirant parti de leur agilité et de leur vue perçante. On y voit déjà les caractéristiques qui, des millions d'années plus tard, définiront des carnivores célèbres comme Allosaurus et Tyrannosaurus rex. Le Trias fut aussi la période où apparurent les premiers véritables mammifères, descendants des petits cynodontes qui avaient survécu au Permien. C'étaient de minuscules animaux nocturnes et poilus, dotés d'une bonne ouïe et de glandes mammaires. Ils se nourrissaient d'insectes, de petits invertébrés et peut-être de graines. Ils vivaient cachés dans l'ombre du règne des grands reptiles, mais cette existence discrète deviendrait, plus tard, leur plus grand atout. Lorsque les dinosaures disparaîtraient, ils seraient déjà prêts à occuper les niches laissées vacantes. Dans le ciel, les ptérosaures devenaient de plus en plus variés. Certains, comme Eudimorphodon, capturaient des insectes avec une précision incroyable, utilisant leurs dents pointues comme une sorte de peigne pour happer de petites proies en plein vol. D'autres, comme Péténosaurus, planaient au-dessus des forêts côtières, profitant des courants d'air chaud pour économiser leur énergie. Leurs ailes n'étaient pas comme celles des oiseaux, faites de plumes, mais constituées d'une membrane de peau et de muscles soutenus par un doigt extrêmement allongé. Ils furent les premiers grands maîtres de l'air, bien avant l'apparition des oiseaux, et ont ouvert une voie évolutive totalement nouvelle, celle des vertébrés capables de voler activement. À mesure que le Trias approchait de sa fin, la Terre se transformait en un monde de contrastes marqués, d'immenses déserts à l'intérieur des continents, des mers chaudes et peu profondes, et des forêts tropicales en expansion. Les écosystèmes étaient plus complexes que jamais, mais aussi très fragiles. La moindre éruption volcanique ou variation climatique pouvait rompre aisément l'équilibre entre les espèces. C'était une planète vibrante, mais vivant en permanence sur le fil du rasoir. Puis, il y a environ 201 millions d'années, le Trias s'est achevé par une nouvelle extinction de masse. Les océans se sont de nouveau appauvris en oxygène, le ciel s'est obscurci sous les nuages de cendres volcaniques, et les écosystèmes terrestres se sont effondrés. Mais cette fois, les dinosaures non seulement survécurent, mais prirent la place de nombreux animaux disparus. Ce qui fut une catastrophe pour d'autres groupes fut, pour eux, une opportunité. Lorsque la Terre se remit de ce chaos, une nouvelle ère commença, le Jurassique. Les continents commençaient déjà à se séparer, l'océan Atlantique était en train de naître, et les dinosaures étaient devenus les maîtres quasi absolus de la planète. Autour d'eux, les ptérosaures dominaient les cieux, et les premiers mammifères se dissimulaient dans l'obscurité, attendant leur heure.
Le monde du Trias, avec ses créatures étranges, hybrides et expérimentales, avait disparu. Mais sans lui, le règne des dinosaures n'aurait jamais pu exister. Le Trias fut comme un laboratoire où la nature a testé de nouvelles formes de vie, une époque où la Terre s'est réinventée à partir des cendres. Et même si beaucoup de ces animaux nous paraissent aujourd'hui tout droit sortis de la fiction, ils ont bel et bien existé. Ils ont marché sous le même soleil que nous, et chacun d'eux a représenté une étape de plus dans l'histoire de la façon dont la vie a appris à survivre, encore et encore. Le Trias fut une période d'expérimentation biologique sans précédent. À aucun autre moment, l'évolution n'a osé tester des choses aussi étranges. Chaque animal semblait une idée nouvelle, une tentative de la nature pour voir ce qui fonctionnait ou non. Beaucoup de ces formes bizarres se sont éteintes sans laisser de descendance, mais le simple fait qu'elles aient existé nous montre que la vie ne suit pas une trajectoire rectiligne. C'est un mélange constant de chaos et d'adaptation. Parfois, les idées les plus étranges ne sont que des essais ratés. D'autres fois, elles deviennent l'origine de lignées qui dureront des centaines de millions d'années. Parmi les animaux les plus étranges du Trias, on trouve Tanystrophéus, un reptile au cou incroyablement long, 3 fois plus long que le reste de son corps. Les vertèbres de son cou étaient tellement allongées que son squelette semble presque être une plaisanterie. On pense qu'il vivait près de l'eau et chassait les poissons, un peu comme une sorte de héron reptilien, même si personne ne sait vraiment comment il parvenait à garder l'équilibre avec un corps si disproportionné. Peut-être passait-il une grande partie de son temps partiellement immergé, utilisant son cou comme une lance flexible pour surprendre ses proies. Tanystrophéus est un bon symbole du Trias. Une créature qui semble impossible, mais qui a vraiment existé, nous rappelant à quel point l'évolution peut être créative lorsque la planète est en train de se réinventer. Autre être tout aussi surprenant, Shonisaurus, un immense ichthyosaure qui pouvait dépasser 15 mètres de long. Il avait un corps parfaitement adapté au large océanique et de grandes nageoires pour nager rapidement. Sa silhouette évoque celle d'un dauphin géant, avec un museau allongé et un corps hydrodynamique idéal pour parcourir de longues distances en pleine mer. Ces fossiles ont été découverts dans ce qui est aujourd'hui le Nevada, nous rappelant qu'à cette époque, la mer recouvrait des endroits qui sont maintenant des déserts. Là où il n'y a plus aujourd'hui que du sable et des montagnes arides, s'étendait autrefois un océan profond peuplé de reptiles marins, d'ammonites et de poissons étranges. Le Trias a aussi donné naissance à des formes petites mais très curieuses, comme Longisquama, un reptile doté d'une rangée de longues structures sur le dos, semblables à des plumes ou à des écailles allongées. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu pour savoir s'il pouvait être un ancêtre des oiseaux ou simplement une expérience évolutive sans descendance. Il est probable que ces étranges plumes lui servaient à se montrer, à réguler sa température ou peut-être à planer entre les arbres, bien avant l'apparition du véritable vol. Quoi qu'il en soit, Longisquama nous rappelle que les plumes, ou des structures analogues, ne sont pas apparues uniquement pour voler, mais aussi pour l'exhibition, l'isolation thermique ou la communication. Sur la terre ferme, un autre animal déroutant était Ephigia, dont nous avons parlé au début. À première vue, il ressemblait à un dinosaure coureur avec de longues pattes et une posture bipède, mais il appartenait en réalité à la lignée des crocodiles. Son crâne étroit et sa mâchoire en forme de bec lui donnaient l'air d'une créature sortie d'un rêve étrange. C'est un exemple parfait de convergence évolutive. Des lignées très différentes qui, confrontées à des problèmes similaires, aboutissent à des solutions corporelles presque identiques. Dans les marais et les zones côtières vivaient les placodontes, des reptiles marins qui rappelaient les tortues, bien qu'ils ne soient pas directement apparentés à elles. Enodus, l'un des plus connus, avait une carapace plate et des dents adaptées au broyage des coquilles. Il ressemblait à un mélange entre une tortue et un lamantin, un design si efficace que l'évolution allait le réinventer des millions d'années plus tard dans d'autres groupes d'animaux. Ces broyeurs de coquilles maintenaient sous contrôle les invertébrés marins à coquilles dures, jouant un rôle clé dans les écosystèmes côtiers. On trouvait aussi Drepanosaurus, un petit reptile arboricole doté d'une énorme griffe sur le deuxième doigt de chaque main, probablement utilisé pour gratter l'écorce à la recherche d'insectes.
Sa queue se terminait par un crochet osseux qui lui servait d'ancre pour se suspendre aux branches. Aucun autre animal, ni avant ni après, n'a possédé une structure semblable. C'était comme une combinaison de caméléon, de fourmilier et de quelque chose de totalement inédit. Drepanosaurus montre qu'au Trias, la nature ne se contentait pas de combler des niches vides. Elle explorait des possibilités presque impossibles, dont certaines ne se répéteraient jamais. Et si l'on parle des curiosités du Trias, Charovipteryx remporte sans doute la palme. C'était un petit reptile muni de membranes qui s'étendait depuis ses pattes arrière, formant une sorte de planeur à l'envers. Au lieu de voler comme une chauve-souris ou un ptérosaure, il se lançait des arbres, pattes écartées, et glissait comme un cerf-volant vivant. Son design aérodynamique semble peu logique, mais il fonctionnait suffisamment bien pour que nous possédions aujourd'hui ces fossiles. Il grimpait sûrement le long des troncs, choisissait une branche élevée et se laissait tomber pour parcourir de courtes distances d'un arbre à l'autre, profitant de la moindre brise. C'est l'un de ces animaux qui semble avoir été conçu par quelqu'un qui n'a jamais ouvert un manuel d'aérodynamique. Et malgré tout, il volait. Dans les mers, en plus des géants, vivaient des créatures étranges comme Myxosaurus, un ichthyosaure intermédiaire mêlant des traits primitifs et plus modernes, ainsi que les premiers plésiosaures qui deviendraient plus tard les maîtres des océans jurassiques. C'était une époque où presque chaque côte, chaque baie et chaque mer peu profonde possédait son propre cortège de reptiles marins, chacun avec sa manière particulière de nager, de chasser et de survivre. Au cours du Trias apparurent aussi les premiers véritables crocodiles, même s'ils ne ressemblaient pas beaucoup à leurs descendants actuels. Beaucoup étaient terrestres et très agiles, comme Terrestrisuchus, un petit prédateur aux longues pattes qui chassait insectes et lézards. D'autres, comme Postosuchus, étaient des géants de plus de 5 mètres, de véritables titans du Trias supérieur. Ils marchaient sur 2 pattes et possédaient des dents recourbées comme des lames. Ils étaient les souverains incontestés de la Terre, jusqu'à ce que les dinosaures les supplantent. Pendant un certain temps, ces crocodiles coureurs entrèrent en compétition directe avec les premiers théropodes, et l'issue de ce duel allait déterminer qui dominerait les écosystèmes du Mésozoïque. Les premiers dinosaures herbivores étaient eux aussi très remarquables. L'un d'eux, Plateosaurus, fut l'un des premiers véritables sauropodomorphes de grande taille. Il possédait un corps puissant et un long cou qui lui permettait d'atteindre les cimes des arbres, un avantage considérable par rapport aux autres herbivores. Il pouvait marcher à 4 pattes ou se dresser sur les pattes arrière pour atteindre des branches plus élevées en utilisant ses mains comme point d'appui. Il vivait en grands groupes et ses empreintes, découvertes en Allemagne et en France, montrent qu'il se déplaçait en troupeau, suivant peut-être des routes de migration saisonnières. Là où ils passaient, ils laissaient derrière eux des forêts taillées et des sols bouleversés, comme si des pelleteuses vivantes étaient venues tout raser. Plateosaurus fut l'un des premiers signes de ce qui allait suivre. Un monde dominé par des géants au long cou qui transformeraient les paysages du Jurassique. Le Trias fut une période de grande créativité évolutive, mais aussi de limites. Beaucoup de ces créatures étaient vouées à disparaître. Les écosystèmes étaient instables, les volcans restaient actifs, et chaque nouvelle forme de vie devait s'adapter à une planète changeante et hostile. Il y avait de longues sécheresses, des variations brutales de température et des mers dont la chimie se trouvait sans cesse modifiée. Ce n'était pas un monde idéal, mais un terrain d'essai extrême. Pourtant, même les espèces qui ont échoué ont laissé leur empreinte. Chaque animal du Trias a été une expérience dans l'histoire de la vie, et sans ces tentatives, avec leurs réussites et leurs erreurs, le monde actuel ne serait pas ce qu'il est. Beaucoup de traits que nous observons aujourd'hui chez les animaux modernes, poumons plus efficaces, posture dressée, dents spécialisées, stratégies de vol et de vol plané, ont été testés pour la première fois durant cette période, parfois dans des lignées qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous, mais qui ont ouvert la voie à d'autres. Au cœur des forêts, sous des ciels brûlants et au-dessus de mers encore tièdes, le cours de l'évolution se décidait à travers des formes de vie que nous avons aujourd'hui du mal à nous représenter. Et parmi toutes ces créatures,
une lignée commençait à se détacher, celle des dinosaures. Au début, ils n'étaient qu'un groupe parmi d'autres, de taille modeste et discret, mais ils possédaient exactement la combinaison de caractéristiques nécessaires pour prospérer sur une planète instable. Corps actif, croissance rapide, squelette léger et poumons très efficaces. Quand le Trias prit fin, le monde avait complètement changé. La Terre était passée par le feu, la mort et la renaissance. De la destruction du Permien était née une planète nouvelle, dotée d'écosystèmes plus complexes, d'organismes plus résistants et d'une leçon gravée dans chaque fossile. La vie ne renonce jamais. Chaque couche de roche triasique raconte une partie de cette reconquête, comme les pages d'un livre écrit avec des os, des empreintes et des sédiments. Le Trias fut un pont entre deux mondes. Il a relié le passé primitif des reptiles et des synapsides au futur dominé par les dinosaures, les oiseaux et les mammifères. Ce fut le moment où la nature osa tester presque toutes les combinaisons possibles. Reptiles à coups improbables, créatures planeuses avant même l'existence de véritables ailes, crocodiles coureurs, minuscules mammifères cachés dans l'ombre. Un immense laboratoire à ciel ouvert où l'évolution a montré qu'elle pouvait se réinventer même après la plus grande catastrophe de l'histoire. Sans cette période étrange, expérimentale et turbulente, le monde tel que nous le connaissons, nous compris, n'aurait jamais vu le jour. De ces animaux bizarres sont nées les formes qui domineraient les 150 millions d'années suivantes. Les ptérosaures ont conquis le ciel, les dinosaures la terre, et les reptiles marins les océans. Et dans l'ombre, de petits mammifères nocturnes apprenaient à survivre, attendant l'opportunité qui viendrait bien plus tard, lorsque les grands reptiles disparaîtraient. Pendant tout ce temps, ils sont restés discrets, cachés dans des terriers, des arbres ou des fissures rocheuses, vivant la nuit pour éviter les prédateurs géants. Ils semblaient secondaires dans l'histoire, mais ils étaient la réserve silencieuse du futur. L'héritage du Trias ne réside pas seulement dans les fossiles que nous trouvons, mais dans la logique même du fonctionnement du vivant. Chaque fois qu'une espèce s'éteint et qu'une autre prend sa place, chaque fois qu'un écosystème s'effondre et qu'un autre naît de ses ruines, l'esprit du Trias se manifeste à nouveau. C'était son essence, la résilience, la capacité de repartir de zéro. C'est comme si la biosphère avait appris, à force de chocs, que le changement est la seule constante et que la seule stratégie possible est de s'adapter ou de disparaître. Regarder le Trias, c'est comme se regarder dans un miroir très ancien. Nous sommes les descendants d'une longue lignée de survivants qui ont enduré le feu, la sécheresse, la faim et les extinctions. Dans notre ADN, nous portons la trace de ces reptiles et de ces petits cynodontes qui respiraient péniblement sous un soleil brûlant. Ils ont montré pour la première fois que la vie pouvait renaître même lorsque tout semblait perdu. Sans leur persévérance, sans leur mutation heureuse et leur stratégie de survie, il n'y aurait ni les forêts actuelles, ni les oiseaux, ni nous. Aujourd'hui, lorsque nous observons les fossiles de Tanystropheus, Enodus ou Ephigia, nous ne voyons pas des monstres ni des curiosités absurdes, mais les premiers brouillons de la vie moderne. Chaque forme étrange du Trias fut une tentative de la nature pour trouver l'équilibre entre la forme et la fonction, entre l'adaptation et quelque chose qui ressemble à la beauté. Leurs os, emprisonnés dans la roche depuis plus de 200 millions d'années, sont les pages d'un livre que nous apprenons encore à déchiffrer, mais qui raconte une histoire très claire, celle d'une planète qui refuse de se rendre. De tout ce chaos initial sont sorties les bases du monde actuel. L'oxygène de l'atmosphère s'est stabilisé, les mers ont retrouvé leur équilibre chimique et les forêts ont commencé à recouvrir à nouveau les continents. Les dinosaures ont hérité de la Terre, mais le véritable héritage du Trias était plus profond. Il a appris à la vie à résister à l'effondrement et à se réinventer après chaque fin du monde. Grâce à cette leçon, chaque fois qu'aujourd'hui nous parlons de restauration écologique, de résilience ou de systèmes qui se relèvent après une catastrophe, nous évoquons, sans le savoir, le même principe né à cette époque lointaine. L'obstination de la vie a continué. Si l'histoire de l'évolution était un livre,
Le Trias serait le chapitre où l'intrigue se brise et où le protagoniste doit repartir de zéro. La tragédie du Permien avait presque tout effacé, mais le Trias a écrit un nouveau commencement. Et de ce commencement, nous descendons tous. Ce n'a pas été une simple suite, mais presque une autre histoire utilisant le même décor, la même terre, les mêmes lois physiques, mais un casting d'espèces complètement nouveau, testant de solutions biologiques qui n'avaient jamais existé auparavant. Chaque espèce que tu vois aujourd'hui, oiseaux, mammifères, reptiles et même nous, porte en elle une trace invisible de cette période. Nous sommes les descendants lointains d'une terre qui a appris à survivre à son propre enfer. Dans nos os, dans la structure de nos poumons, dans l'organisation de notre métabolisme, subsistent les traces de décisions évolutives prises à ce moment-là. Quand un oiseau vole, qu'un mammifère allaite son petit ou qu'un reptile se chauffe au soleil, il utilise des stratégies qui se sont perfectionnées dans ce monde brûlant du Trias. Ainsi s'acheva le Trias, non par une simple fin, mais par une promesse. La promesse que tant qu'il restera un peu de vie, la planète pourra de nouveau se remplir d'êtres vivants. La promesse que le chaos n'est pas le dernier mot, mais le début de quelque chose de nouveau. Grâce à cela, l'histoire du Trias reste vivante. Elle est sous nos pieds, dans chaque fossile, dans chaque cellule et dans chaque respiration. Chaque fois que tu inspires de l'oxygène, un gaz qui a lui aussi traversé ses propres crises et réajustements, tu participes, sans t'en rendre compte, à une chaîne ininterrompue qui relie ce monde lointain au présent. Car le véritable miracle n'a pas été l'apparition des dinosaures ni l'évolution des mammifères. Le véritable miracle, ce fut la vie elle-même, se relevant encore et encore, refusant de disparaître. Ce qui fascine, ce n'est pas seulement la diversité des formes, mais la ténacité, la capacité de se réorganiser après chaque choc, de retenter sa chance avec de nouvelles combinaisons. Et ce miracle, cette force qui a fait jaillir la vie des cendres, existe toujours aujourd'hui, nous rappelant que l'univers, même dans ses moments les plus sombres, trouve toujours un moyen de recommencer. Tant qu'il restera un organisme qui résiste, une graine qui germe, un esprit capable d'imaginer un avenir différent, l'histoire ne sera pas terminée. Nous sommes les héritiers de cette obstination cosmique et en même temps, les responsables de ce que nous écrirons dans les prochains chapitres.